présenter Jean-Frédéric Lucher, architecte suisse. Alors, ce que je pense qui est important, dans je le replace dans la série de conférences que nous avons organisées pendant cette année 2008-2009. C'est une série de conférences présente des architectes européens assez jeunes. Et je dirais que ce qui est important, c'est de voir en fait que ces personnes ont une démarche personnelle. Ça me paraît extrêmement important. Imaginez qu'il y a plusieurs façons de faire, plusieurs façons de voir. Je pense que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, je vais quand même juste te présenter. Donc, tu es né en Suisse en 1964. Tu as collaboré pendant 10 années avec l'agence Herzog et de Meuron. Et depuis 5 ans, il a donc son bureau personnel assez réduit. Mais je pense que ce qui est important aussi, justement, c'est peut-être de savoir qu'on peut faire de l'architecture sans être 10, 40 ou 110. Voilà, on te souhaite la bienvenue. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Écoute, cher Dominique, en préambule à cette présentation, je tiens aussi à te remercier. Et au-delà de ta personne, j'associe l'ENSA de Strasbourg pour cette invitation à présenter les travaux justement de ma jeune et petite agence. Je tiens aussi à profiter pour remercier Emmanuel Rombach, ici présent, que nous avons connu en Mongolie ce printemps avec Olivier Gréder de l'atelier G-Studio de Strasbourg. Et c'est en effet grâce à elle que nous sommes entrés en contact avec votre institution. Et comme on remarque, il est quelquefois plus aisé de rencontrer son voisin très loin de chez soi. Or, à titre personnel, je suis très intéressé à réduire les frontières qui existent entre la Suisse et l'Alsace, si proches et pourtant souvent dans l'indifférence l'une de l'autre. Enfin, je parle en mon nom et celui de mon associé Manuel Riozzi, qui forment avec moi le noyau dur de notre petite agence. Je salue aussi Thomas Walter, jeune architecte fraîchement diplômé de votre école, qui collabore avec nous depuis quelques mois. Le propos de cette lecture, intitulée Le sens et le lieu, est celui du travail patient, modeste, mais volontaire et nécessaire de l'architecte dans le contexte actuel. En état, oui. Juste un peu. L'heure n'est plus au grand chambardement esthétique ou stylistique, au tabula rasa. L'heure n'est plus forcément celle des grands gestes, souvent grandiloquents et assurément fragiles dans leur financement. L'actualité récente regorge d'exemples. Le moment est peut-être celui de la reconquête de l'espace urbain, dans l'appréhension des contraintes et des phénomènes sociétaux plus complexes que jamais, et aussi celui de la recherche de la qualité au niveau de l'être humain. Rien de très neuf dans ce discours. Merci. Pourtant, sa mise en pratique est par contre un véritable challenge au quotidien face aux maîtres d'ouvrage, aux autorités et aux contraintes assez restrictives des budgets et des situations de moins en moins simples. Appréhender la complexité des lieux et des situations est un exercice de sens, tout aussi important que celui de la forme, dont la définition pourra s'enrichir de réflexions plus en amont. Nous cherchons réponse à nos questions par le travail du projet d'architecture. Le projet est le moment de la mise en réalité des impressions et des recherches. Il offre cette liberté de choix, si l'on veut l'utiliser. Cela veut dire aussi dans le travail de l'analyse, de la documentation photographique, le travail de la maquette d'études et tous les autres moyens utiles à l'architecte. Nous avons présenté ici une série de dias pour 9 projets et réalisations des presque 5 années de notre agence. Nous regarderons en premier une série de 3 réalisations de logements individuels en Suisse et 2 projets de logement. Ensuite,
nous regarderons plus en détail le projet et la réalisation en voie d'achèvement de chais viticoles en Afrique du Sud. Nous continuerons enfin avec 2 projets urbains en cours à Athènes en Grèce. Nous finirons par le projet de la Villa Ordos qui nous a mis en contact avec l'ENSAS. La boucle sera bouclée. Mais avant cela, regardons les projets. Donc ici, on voit le projet d'un pavillon d'une maison de 1925 et le parti était de simplement agrandir cette maison par un volume très simple qui serait en fait une prolongation de l'espace de vie, mais qui crée des nouveaux rapports avec le jardin et surtout la position permet une confrontation très forte avec les arbres qui s'y trouvent. La composition reprend les éléments constitutifs de la maison, le socle, le corps et le couronnement, mais simplement réinterprétés par des moyens tout simples. Ce qui permet aussi peut-être un nouveau type de lien, une confrontation directe avec le jardin et une simplification des modes de vie. Pour ce faire, on a cherché une matérialisation très réduite qui utilise le sol en pierre avec des fenêtres coulissantes sans seuil. Ah, qui gratte. Attendez, je vais l'ôter. Pardon. Je vais tomber la veste. Comme ça. Faut faire tout. Comme ça. Sinon, je le pose devant. On va essayer comme ça. Comme ça, très bien. Vous m'entendez? C'est bon? C'est bon? Bon. Donc là, on a utilisé un système de fenêtres coulissantes qui s'appelle le système Vitroxa, qui permet justement d'avoir une suppression des seuils et donc de faire une prolongation de l'intérieur vers l'extérieur de manière très très souple, quelle que soit la saison. Mais c'est sûr que l'état d'esprit, c'était surtout de faire entrer le jardin et la nature, et l'impression de nature dans cette partie d'ouvrage. Le deuxième projet, c'est un projet aussi dans une situation de transformation d'une situation existante, et là on le voit peut-être très bien avec la maquette, enfin très bien, je ne sais pas, mais donc, attendez, je sais pas comment ça marche ce truc. On voit ici en fait l'empreinte d'un immeuble précédent que nous avons fait supprimer et qui nous a servi de base après en fait à une construction qui sera en porte-à-faux au-dessus des fondations existantes. Ce qui a permis en fait, là c'est ce que ce croquis essaie d'expliquer, ce qui a permis en fait de faire une construction très rapide dans un délai de planification-exécution dans un délai de 18 mois. La situation est assez intéressante. Nous sommes au bord du lac de Constance, sur la rive suisse, donc la rive sud, et vous avez une situation de pente vers le sud. En fait, la montagne monte, donc, et ce bâtiment qui se trouve dans un quartier résidentiel typique bénéficie quand même de vues très intéressantes, d'une part vers le château Arnenberg, qui était la résidence de l'empereur Napoléon III, avant qu'il soit empereur. Un château ici plein sud, et surtout de très belles percées visuelles à travers les bâtiments environnant vers le lac. Donc en fait le parti était de dire, d'une part au niveau du contact du sol, on cherche à prolonger le jardin vers l'intérieur de la maison et organiser la maison autour de ce jardin intérieur. En même temps, comme nous avons ce parti de vitrage ici tout en périphérie des dalles, on a choisi en fait d'occulter certaines parties qui créent aussi la rigidité de l'ensemble, mais qui créent après des cadres visuels vers les différentes vues. Et en complément à ces ouvertures, on a choisi aussi évidemment de travailler avec la végétation qui offre des masques visuels. Ici, au niveau de la maquette, on retrouve donc l'empreinte de la maison ancienne, et on a cherché simplement à remodeler le sol existant de manière très très réduite. Et ensuite, le bâtiment vient se porter justement en porte-à-faux. Ici, on reconnaît un noyau en fait par rapport à la situation d'une suite pour les parents. Ici, la chambre d'enfant, et ici, la partie jour, qui est donc distribuée, les 3 espaces principaux étant distribués par ce jardin intérieur. Et là, on reconnaît aussi ces parties pleines
qui forment cet effet de stabilité entre la dalle, le plancher de ce niveau et la toiture. La toiture elle-même est perforée pour offrir un jardin d'hiver. Ici, c'est une situation d'étude de maquette, donc là, on voit tout ce travail sur le modelé du terrain et comment cette double dalle vient se poser en équilibre ici sur le corps vitré qui se trouve en dessous. La situation construite est similaire et là, on reconnaît par exemple très bien ces effets de cadrage du paysage à travers ces éléments, ces panneaux, ces voiles. Ici aussi, la situation d'angle ouverte. Ici, on retrouve un nouveau projet qui était assez difficile dans ses prémices. Le client, en fait, a exprimé une volonté très néoconservatrice d'un point de vue stylistique, mais en même temps, la tâche était assez intéressante dans le sens où il a demandé une maison pour une famille, une maison familiale. Donc, on a essayé, en fait, de travailler sur ce principe de qu'est-ce qu'une maison, qu'est-ce qu'une famille aujourd'hui, comment on vit dans une famille et comment une famille peut évoluer. Et l'idée, finalement, qu'on a retenue, c'était peut-être, en fait, de trouver un mode de fonctionnement autour d'une cour, mais aussi finalement peut-être de donner des caractères aux différents espaces qui s'agrègent autour de cette cour, comme un peu des maisons dans la maison. Et enfin, par une séparation fonctionnelle, on a en fait prévu les chambres des enfants au rez-de-chaussée, tandis que les parents en fait occuperaient l'espace situé sous un grand toit. Cette cour permet aussi, par le biais d'une protection, d'un peu se détacher de ce quartier résidentiel et de profiter finalement des vues lointaines vers les montagnes du Jura. Et donc en fait forme vraiment un filtre, une sorte de screen qui sépare et qui protège, qui filtre l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Pour autant, cette maison qui se trouve dans ce petit quartier bénéficie d'un rapport visuel vers l'ouest et le nord, vers la vieille ville de Porrentruy, une petite ville dans le Jura suisse, qui a un profil très intéressant et aussi au fond avec un château. Donc on a cherché, malgré le fait d'envelopper cette maison par ce bardage de bois, de privilégier des vues caractéristiques et non conventionnelles. Tout ça s'est fait par un travail d'abord d'étude en maquette aussi, un peu au 25e, pour vraiment presque jouer à la maison de poupée avec les clients pour qu'ils puissent un peu se projeter dans ce projet. Et donc là, on voit finalement la situation d'intégration. Je pense que c'était aussi une volonté de notre part d'utiliser ce bardage en bois pour réduire en fait l'impact visuel de cet immeuble quand on compare avec les crépis assez vulgaires des maisons voisines. Là, on retrouve la façade côté rue. Dans la partie basse, on a une sorte de socle avec une entrée et ici un atelier professionnel. Pendant que le rez-de-chaussée est en fait détaché puisqu'on a le contact au niveau du jardin dans la partie haute. Pardon. Là, on est dans le hall d'entrée et ici peut-être un élément intéressant, c'est cette paroi. Donc en fait, on a cherché aussi à travailler sur une polychromie à l'intérieur des locaux pour en fait animer donc une alternance de couleurs douces et en même temps quelquefois des accents de couleurs assez forts. Ici on retrouve le rez-de-chaussée, enfin sous-sol, avec un garage ici dans la partie centrale, donc une partie couverte. Ici l'accès ici dans le hall d'entrée, alors qu'ici on a la partie professionnelle, des parties techniques vers l'arrière. Et les deux cages d'escalier, un escalier pour les visiteurs et ici un escalier de service. Au niveau du rez-de-chaussée, donc tout s'articule autour de cette cour. Et donc le bardage qui protège l'ensemble, qui crée ce genre de confrontation visuelle aussi. Aussi une ambiance filtrée, feutrée à l'intérieur. On voit qu'en fait,
Ces planches ont un effet assez bénéfique du point de vue thermique, donc ça nous permet d'avoir des grands vitrages ici, puisque la vue n'est pas obstruée totalement par ce bardage. Et donc on absorbe quand même une grande partie du rayonnement en été, alors qu'en hiver, on laisse passer la majorité du rayonnement et de la lumière. On retrouve ici l'ambiance un peu des chambres, où chaque enfant en fait, a pu choisir les teintes qu'il aimait, mais on a travaillé en reprenant la grande suite de couleurs des années 30 de Le Corbusier, avec des pigments naturels qui sont sans solvant et qui offrent des palettes assez étonnantes et quelquefois assez vives. Donc ici, on retrouve cette organisation, ici les chambres des enfants, qui s'articulent autour de ce patio, qui reprend aussi les espaces de vie, living, cuisine, salle à manger. Ici, un local de télévision, cinéma. Ici, les WC. Et on retrouve les escaliers qui nous mènent à l'étage, là, qui est la suite des parents, donc qui bénéficie d'un balcon très privatif à l'intérieur du toit. Ici, et donc tout se déploie, le reste des fonctions habituelles. Dressing, chambre à coucher, bureau, salle de sport, salle de bain et des rangements. Ici le dressing. Tout autour de cette cour de nouveau, et relié par cet unique escalier intérieur sous un grand lanterneau, donc qui amène en fait comme un puits de lumière, la lumière sur les 3 niveaux de la maison. Cet escalier, on l'a étudié en fait dès le départ en maquette, en essayant de faire un élément constitutif d'une seule pièce en fait. Et donc on a réussi à le construire finalement selon ce dessin avec en fait 100 limons, donc les parties latérales forment avec les marches et contre-marches un élément unique, contreventé et stable. C'était fabriqué dans l'atelier du serrurier et amené par une grue simplement à l'intérieur de l'immeuble par ce lanterneau qui était ouvert, et donc on a pu glisser les deux volets d'escalier d'un seul coup. Ici on retrouve un petit projet sous forme d'esquisse et qui je pense a un certain intérêt dans le sens où on a une situation d'un immeuble locatif assez typique des années 60 en Suisse, sur 3 niveaux, avec un parking, un garage pardon, pour les usagers. Et la fille de la propriétaire m'a demandé de lui faire un projet d'attique avec un accès unique par un ascenseur. Et en fait, ce qu'on lui a proposé, c'était justement de finalement peut-être utiliser cet ancien garage ici comme salle d'accueil et séjour directement en rapport avec le jardin, et en même temps de connecter par un ascenseur en verre la partie supérieure, donc où en fait on aura un petit attique, une centaine de mètres carrés qui pourrait l'accueillir elle avec ses 2 enfants. Le projet au stade du permis de construire, on attend qu'il se décide pour lancer la construction. Là, je vais vous montrer plus en détail le projet qui nous occupe quand même depuis bientôt 4 ans, qui est une cave à vin en fait à Stellenbosch, qu'on a fait en association avec un architecte de Bordeaux, qui est aussi spécialisé dans l'architecture du vin. Stellenbosch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait situé en Afrique du Sud, donc vraiment à l'extrémité sud de l'Afrique du Sud. Se trouve dans une situation assez exceptionnelle du point de vue géographique, mais non sans similitude avec d'autres situations de vin de grande qualité. Vous avez un port, une grande ville, le Cap, et à une quarantaine de kilomètres, en fait, une zone viticole importante. Il y a une raison historique à ça, évidemment, c'est que lorsque les Hollandais ont ouvert la route des Indes, ils avaient besoin en fait de ravitailler leurs bateaux. Donc le Cap était le dernier moment avant d'entrer dans l'océan Indien. Et comme 30% des équipages décédaient par des effets de la malnutrition, ils ont compris très très vite l'intérêt de développer la viticulture en terre africaine. Et par l'effet de la révocation de l'édit de Nantes,
Il s'est trouvé beaucoup de Huguenots qui ont dû fuir en Hollande et une trentaine de personnes, en fait je crois 17, mais je crois que c'est environ 17 vignerons, se sont portés volontaires pour venir habiter et peupler en fait et créer un vignoble en Afrique du Sud. Ce qui se reconnaît ici dans ce terme, Franschhoek, donc le coin des Français. Et donc c'est vraiment une terre très riche de viticulture. Pour autant, notre client est un client français qui réalise un investissement, une diversification. C'est en fait les propriétaires ou les anciens propriétaires de Château Pichon, comtesse de Lalande, à Pauillac. Et donc, ils ont sélectionné ce site de manière très très spécifique. Là, on voit très bien la situation avec l'océan ici, le Falls Bay. Ici, une chaîne de montagnes qui forme une sorte de piémont. Et avec quelques montagnes, dont une ici qui s'appelle Simonsberg. Et donc, en fait, la ville de Stellenbosch se trouve là, et notre domaine est vraiment directement attenant à la ville sur des terres qui sont très très propices à la viticulture. Notre voisin est Rustenberg, ici, qui est le plus grand, le meilleur vignoble d'Afrique du Sud jusqu'à maintenant. Et en fait, nous, donc, on a un domaine qui sera ici. Superbe terrain, magnifique arène de 120 hectares, très complexe, on verra un peu plus en détail tout à l'heure l'organisation de ce domaine. Et un site qui nous a été indiqué par le client, mais qu'on a confirmé par le résultat de l'analyse, qui se trouve donc dans ce carré. Évidemment, on a essayer d'appréhender cette tâche avec une approche aussi très économique, très fonctionnelle, et on s'est dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait marcher pour un chai qui doit accueillir en fait 600 tonnes de raisins par année, donc ça fait à peu près une surface de 6000 m² de technique. Et on s'est dit qu'on avait une situation ici de vallée, et c'était peut-être intéressant finalement de loger un volume, un parallélépipède rectangle, qui donc rentrerait dans ce vallon qui nous avait été suggéré, et donc qui nous permet de faire une architecture très très franche et très dénuée de toute référence stylistique à ce qui est en mode en Afrique du Sud, ce qu'on appelle le style Cape Dutch, et donc vraiment d'arriver avec une winery qui soit orientée vers la qualité de production et en même temps en résonance avec son site. Le fait d'avoir un volume haut nous a permis de faire le cuvier dans la partie haute et de bénéficier en fait d'une grande fenêtre avec une vue sur le paysage environnant, et donc de marquer de manière très volontaire cette appartenance à ce terrain. Donc si on regarde un peu plus près le domaine, donc on voit que notre bâtiment est situé en fait, il est longitudinal, linéaire, et il bénéficie en fait d'un côté de vue sur les montagnes de Stellenboschberg, et la ville elle-même, donc les quartiers environnants, mais aussi en même temps, de l'autre côté, une très belle vue vers le vignoble, qui est comme un coteau un peu à la bourguignonne, comme ça, très très belle implantation en contre-jour. Et donc voilà ce qu'on a essayé de comprendre et d'intégrer dans notre projet, de donner à voir après aux visiteurs. C'est ça qui est intéressant, on a aussi une vue vers cette montagne, le Simonsberg, qui est vraiment l'icône du vin en Afrique du Sud. On dit que les vignobles au pied du Simonsberg sont les meilleurs, donc c'est quelque chose qu'on veut aussi revendiquer. Et en même temps, chose quand même assez exceptionnelle, une vue directe vers le Cap de Bonne-Espérance. Donc là, on voit ce rapport à cette montagne et ces vignobles. Derrière ces arbres, notre voisin Rustenberg. Et de l'autre côté, donc vers 6 heures le soir, quand le soleil s'amenuise, on voit le cap. Ici, ça c'est le Cap de Bonne-Espérance, c'est toute la chaîne qui se prolonge après plus loin par la montagne Table du cap, mais qui est cachée ici par un petit monticule. Donc en fait, ce bâtiment, au-delà de sa fonction primordiale, il est en même temps en résonance avec les éléments constitutifs du paysage à proche et longue distance. Donc ce nouveau chai, il est placé dans une situation préexistante où en fait il y avait une ferme en bas, une résidence principale, pardon, entourée de sa ferme et des logements des employés, et en haut une résidence aussi moderne. Donc en fait on a essayé de dissocier simplement la ferme et la résidence
de la winery, où on a fait en fait un accès pour les visiteurs qui suit évidemment le chemin logique, mais qui permet aussi finalement une prise de connaissance du bâtiment par en bas, et ensuite de le contourner, de longer un petit étang, de passer derrière une forêt et de redécouvrir le bâtiment par la partie haute. Et enfin, pour éviter toute confusion, on a séparé l'expédition, la livraison des matériaux, c'est-à-dire qui serait en fait dans la partie basse, donc il y aura une route technique, disons, je dirais, qui permet justement d'éviter la confusion des genres entre les visiteurs et l'exploitation. Le vignoble, il est constitué évidemment de raisins rouges, donc de vins rouges sur une quarantaine d'hectares, cinquantaine d'hectares, et de vins blancs ici dans la partie basse, la partie plate sur 15 hectares. Donc on a 65 hectares de vignes. Mais en plus, sur les collines ici, on va exploiter des oliviers et de la forêt. Donc c'est un domaine qui est comme une ferme à l'ancienne, avec aussi des espaces centraux ici où on accumule de l'eau de pluie pendant la saison des pluies qui sont assez fortes et qui permettent en fait d'avoir assez d'eau pour toute la saison sèche qui est aussi très longue et très chaude. Donc les vignobles sont en partie irrigués, et cette eau va nous servir, vous le verrez plus tard, pour le système de refroidissement de la winery. Il a un rôle très important. Donc en fait, ce bâtiment s'inscrit dans cette mosaïque complexe, cet équilibre assez intéressant, je pense. Notre projet, en fait, c'est l'idée d'une superposition. Voilà, une winery, c'est avant tout des cuves, des barriques. C'est une machine, hein, c'est une usine à vin, je dirais, même si le processus est naturel. Mais c'est aussi un bâtiment qui s'intègre dans un terrain. Et donc là, je parlais tout à l'heure de l'expédition. Donc on a cherché en fait à faire que les camions qui arrivent en fait puissent manœuvrer et repartir sans créer de parking permanent, de pouvoir revégétaliser les coteaux qui sont maintenant en style d'érosion. Là, on voit un état du projet en fait qu'on a étudié très très longuement et qui était abandonné provisoirement pour des raisons économiques, disons en tout cas dans sa partie végétalisée latéralement, parce qu'on voulait utiliser la végétation comme un écran supplémentaire, une protection supplémentaire contre le soleil, et peut-être aussi une façade protégée par des lattis. Donc là, on voit l'état de cette végétalisation complète à travers l'axe transversal qui donne donc une vue sur le cap de Bonne-Espérance au bout. Et là, on voit la partie qui domine le vignoble, donc qui est en fait une partie plus petite, avec une grande salle de dégustation, une réception du public au niveau du rez-de-chaussée. Et ici, les fenêtres dans la façade permettent justement ces vues cadrées sur les éléments du paysage environnant. Je parlais donc de superposition de fonctions. Et ici, en fait, l'organisation de la coupe permet une exploitation, ce qu'on appelle système gravitaire, donc ce qui est en fait idéal pour la production de vin. Dans ce passage, on livre la vendange, donc les raisins, qui sont ensuite foulés et donc amenés simplement par une pompe, mais aussi peut-être manuellement, parce qu'on peut déverser les grappes, enfin les raisins directement sur les cuves. Donc avec la fermentation qui se fait dans ce grand cuvier. Et là, au bout, on voit donc en extrémité ce grand vitrage qui est ouvert sur le paysage. Une fois le vin fermenté, on peut l'amener dans un grand chai à la bordelaise avec plus de 1000 barriques au sol sur 2 hauteurs. Et là, on peut donc l'élever pendant 1 an et ensuite continuer l'élevage sectoriellement, c'est-à-dire en fait ici on aurait le chai de 2e année des rouges qui est un mélange donc d'élevage en barrique et d'élevage en cuve aussi inox, donc c'est un mélange des deux. Et enfin, quand le vin est prêt, on peut l'écouler ici dans le local de mise, qui est un local à l'intérieur du bâtiment, où on pourra le mettre en bouteille et ensuite le stocker en tiré-bouché dans des cagettes avant de partir avec l'expédition. Donc on voit qu'on a un processus par écoulement durant toute l'évolution du raisin vers le vin, ce qui respecte beaucoup la matière et donc pourra offrir des vins de qualité meilleurs que si on était sur un processus horizontal.
Sur la partie gauche, là on voit la partie réception du public avec les vues sur le paysage. Ici, en passant rapidement les plans, donc ça c'est le plan avec la partie publique. Ici, on trouve au niveau du rez-de-chaussée ce passage ici à travers les bâtiments, les deux zones de tri pour la réception de la vendange, et ensuite ici toute la batterie de cuves accessible par la partie haute par une passerelle. Ensuite, au niveau du cuvier, donc on a cette grande baie vitrée ici, deux rangées de cuves. Et ici, toute une série de locaux, un caveau, ici un petit musée du vin et du domaine, et quelques locaux techniques utiles. Là, le grand cuvier, le grand chai à barrique d'élevage de première année. Et ici, donc, le chai des blancs et le chai de rouge de deuxième année. Toujours en s'enfonçant plus dans le terrain, on arrive finalement de le grand bouteiller, dont on voit qu'il déborde de la géométrie du bâtiment principal. Et ça, évidemment, c'est l'expression même du foisonnement, hein, puisque le vin qui est dans des cuves prend moins de place que dans des bouteilles, puisque les bouteilles prennent plus de place. Et en même temps, ça donne un élément statique intéressant, parce que comme le bâtiment ici a tendance à vouloir descendre, on élargit en fait la surface de résistance et donc de soutien de l'ensemble de l'immeuble. Voilà une série d'explications sur le système de refroidissement qui est une grande première en Afrique du Sud. On a choisi en fait de refroidir le bâtiment, donc de faire une climatisation, non pas par flux d'air conditionné, mais on a choisi de refroidir les dalles. Donc en fait, toutes les dalles en béton, ici, qui sont massives, on a fait circuler un peu comme dans une chape chauffante, des tuyaux type Sanipex. Et ces tuyaux circulent de l'eau à la température de 14 degrés. On sait que les chais, on cherche une température de 12 à 14 degrés. Donc en fait, cette eau, on va la refroidir, et ça par un procédé naturel qui est donc par condensation à l'intérieur d'une de ces tours. On fait circuler de l'eau qui s'évapore et en s'évaporant, elle refroidit un circuit qui circule et qui après par une pompe est activé à travers tout le bâtiment. Ce système combiné avec le fait qu'on soit enterré, donc on ait un tel contact avec la terre, donc qui donne une bonne inertie à l'ensemble, nous permettra d'économiser 70% de consommation électrique par rapport à un système de climatisation conventionnel. Donc ce qui est quand même assez extraordinaire, mais surtout dans le contexte de développement rapide de l'Afrique du Sud et une sécurité vraiment intéressante parce qu'ils sont toujours en rupture de courant. Le Cap est malheureusement, enfin il y a 2 réacteurs et un est en panne et donc il n'arrive pas à suivre, donc il y a des coupures de courant permanentes. Dans cette optique de technologie douce et simple, on a utilisé les mêmes techniques pour la ventilation. Le cuvier, vous savez qu'il y a 2 grands problèmes dans les cuviers. Lors de la fermentation alcoolique, vous avez une production de gaz carbonique qui est lourd, toxique évidemment. Et donc en fait par 2 ventilateurs qu'on a placés ici dans la toiture, on arrive à pulser de l'air. Et latéralement, on a toute une série de vitrages derrière les cuves qui sont en fait basculants et donc qui permettent simplement par surpression d'évacuer le gaz carbonique. En même temps, lorsqu'on nettoie les cuves, on a besoin de produits chimiques, mais aussi quelquefois pour arrêter les fermentations, on utilise du SO2, donc des gaz volatiles, et là qu'on peut simplement évacuer en faisant un circuit, en fait en inversant le sens d'aération des ventilateurs. Les chais, comme ils sont refroidis, évidemment, se pose le problème de l'augmentation de l'humidité, donc du contrôle de l'humidité pour éviter la condensation contre les murs. Et en fait, on utilisera un système tout simple qui est simplement la ventilation nocturne. Donc on a des ventilateurs intégrés dans les parois qui, la nuit, quand la température est plus basse, mais aussi l'air plus sec à l'extérieur, se mettent en marche et simplement amènent de l'air frais dans les locaux. Et par surpression, ici on a des clapets qui permettent l'évacuation de l'air qui est contenu dans l'espace et qui est plus humide. Et en même temps, c'est un effet sur le déphasage, c'est-à-dire que le béton qui a absorbé une partie de l'énergie diurne, par déphasage rentre dans le bâtiment pendant la nuit, et c'est à ce moment-là qu'on amène de l'air frais.
Donc en fait, on est quitte aussi de climatiser la nuit. Enfin, dans la partie bouteillée, là aussi, donc, il y a beaucoup de gaz et un confinement possible, disons. Donc là, on utilise aussi des extracteurs simplement dans les plafonds. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, on peut arriver à une architecture qui s'intègre d'une part dans le site, mais dont la technologie est vraiment réduite au minimum. Donc on peut vraiment travailler sur ces éléments d'un corps en béton qui est logé dans ce vallon et dans cette structure naturelle assez puissante comme ça. Là on voit une vue d'hélicoptère pendant le chantier, donc ici on reconnaît la résidence, et sur le côté ici, donc le chai, auquel on s'approche. On voit que la couleur ici du terrain est une couleur un peu jaune-brune, et notre bâtiment a la même teinte. Ça, c'est le fruit d'essai. Donc ça, ce serait un béton normal qu'on a bouchardé ici pour lui donner une structure un peu apparente à celle du rocher. Et ça, c'est un béton teint qui finalement a été mis en œuvre suite à cet essai qui était assez probant, je pense. Ici, on reconnaît les agrégats. Ça, c'est un mélange en fait d'agrégats typiques en Afrique du Sud, donc un granit bleu et des granites jaunes et bruns. Et donc le dosage spécifique des deux donne vraiment cette teinte, en plus des pigments évidemment dans le ciment, mais donne cette tonalité très très caractéristique de ce lieu. Là on voit très bien cette texture qui correspond à celle-ci. La partie haute n'est pas encore bouchardée, donc c'est un système qui est fait à la main, ça prend quand même quelques temps. Et il fait chaud, donc il faut se protéger un peu à l'ombre. Ici, on voit, je pense, un élément intéressant, c'est d'une part ces vitrages donc, qui servent à l'aération de ces locaux. Aussi, leur propos, c'est d'amener de la lumière naturelle dans le cuvier, latéralement, pour contrebalancer l'effet du contre-jour. Et enfin, ici, ce qu'on voit ici, c'est les têtes de dalles, en fait, des planchers qui soutiennent les planchers des différents étages, parce qu'évidemment, les surcharges ici sont très très importantes. Et donc on a essayé de l'exprimer aussi en façade comme une sorte de trace, une sorte de cicatrice qui apparaît sur la texture de l'immeuble. Le cuvier, voilà, avec ses lumières naturelles, cette grande baie vitrée avec cette vue incroyable, pas de poteau, donc on a ici une grande dalle de 1200 mètres carrés, construite en précontrainte, donc avec une hauteur statique de 80 cm, et vidée avec des tubes qui permettent de faire un process de fabrication totalement libre. Donc en fait le plan d'installation qu'on voit peut être vu à n'importe quel moment, et donc en fonction de l'évolution des techniques viticoles, on pourra réaménager ces locaux. Par contre, je pense qu'il est très satisfaisant pour nous, c'est de voir justement l'influence, disons, de cette vue, de cette société sud-africaine. Finalement, elle rentre dans notre bâtiment. Je crois que ce bâtiment, il vit avec son paysage. Du coup, notre cliente est bouche bée et doit s'asseoir pour voir la vue. On a cherché aussi à faire une polychromie à l'intérieur de ces locaux, donc en fait d'équilibrer les grandes surfaces de béton par des teintes sourdes pour les parties finalement où on élève le vin, et des teintes plus vives dans les locaux où les gens travaillent. Donc là on voit un exemple dans le chai à barrique, où on a cette couleur aubergine qui s'allie avec ces bétons jaunes et bétons gris. Et ici dans le bouteiller par exemple aussi la cage ascenseur, donc il y a ce bordeaux pourpre et ces grands volumes un peu égyptiens comme ça, je pourrais dire. Par contre les locaux de travail, des couleurs vives, donc qui rappellent le soleil, même si on est sous terre, on a l'impression d'être dans un environnement quand même agréable. Voilà, le bâtiment apparaît gentiment dans son site. Je tiens aussi à souligner donc, le fait qu'une opération comme ça pour des petites agences nécessite aussi des intervenants locaux. Donc c'est une grande coordination pendant plusieurs années avec des gens qui sont là, qu'il faut convaincre et qui après nous soutiennent du mieux qu'ils peuvent. Ici peut-être un autre exemple d'intégration d'architecture, de rapport de l'architecture avec son site.
C'était un concours ouvert. Je ne dis pas qu'on a fait le deuxième prix pour se vanter, mais c'était simplement, peut-être cette forme était trop novatrice pour avoir le premier prix. Donc ils ont eu un peu peur et ils nous l'ont dit. Mais je pense que c'est un projet intéressant dans le sens où on a une situation d'une villa classique du 19e siècle, dans un parc qui se trouve rongé au fur et à mesure par des constructions par étapes. Et l'ultime tranche constructible est le terrain du concours. Et donc nous, on a dit qu'on allait faire des nouvelles formes pour un nouveau style de vie, qui permet aussi finalement de maintenir une perméabilité de l'ensemble, de finalement, après le projet, quand même conserver peut-être des qualités préexistantes, mais surtout de construire très très proche des arbres, donc finalement de déterminer des formes qui puissent s'intégrer avec le système radiculaire des arbres sans le détruire, et finalement peut-être tout à coup de se dire tiens, ces bâtiments sont peut-être aussi ont quelque chose à voir avec les arbres ou quelque chose qu'ils peuvent apprendre des arbres. Et comme ça, en fait, on ne modifie pas aussi par cette morphologie, on ne modifie pas l'équilibre historique de cette villa. Et ici, peut-être sur le plan de situation, on revoit très bien la situation historique. Donc au départ, un immense parc, et ensuite les différentes opérations foncières qui le morcellent. Et donc nous, on est dans la phase ultime, et en fait, on considère que peut-être le bâtiment peut former un ensemble contemporain constitué d'éléments anciens et d'éléments nouveaux, mais dont la géométrie ou l'organisation tendent à mettre en évidence la qualité de cette centralité ici et en même temps la qualité de ce parc. Alors qui dit arbre dit aussi jeu de lumière, jeu de transparence, donc ça c'est une simulation de nuit, on voit donc ici la maison et cet ensemble constitutif où l'un n'existe pas sans l'autre, mais l'un peut-être s'enrichit de l'autre. Et l'intérieur aussi, donc avec cette façade, avec ce dessin particulier qui permet un jeu d'ombre et de lumière qui rappelle une sieste sous un arbre en été. Là, on a quand même fait une recherche assez spécifique pour les logements. Donc le projet demandait en fait de pouvoir offrir des logements presque sur mesure. Donc on cherche à attirer des contribuables riches ou aisés et qui pourraient participer à l'élaboration des logements. Dans ce sens-là, on s'est dit, tiens, c'est peut-être une opportunité de dire, si on part sur une donnée très, 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 très simple, de dire, dans un appartement, on pourrait déterminer des surfaces de services et des surfaces de vie, et dans un équilibre de 60 et 40%, on pourrait peut-être trouver différents types. Alors là, on voit par exemple un exemple, ce qu'on appelait l'élément standard, où en fait on aurait dans cette tranche organisé les différents locaux, ici comme la cuisine, ici un petit WC, un dressing, une salle de bain, etc., distribués par un couloir intérieur qui après amène à des chambres, donc qui seraient toutes indépendantes les unes des autres, puisqu'elles sont distribuées par ici. Pour autant, on pourrait faire le même système, type d'un loft, où en fait la circulation n'existe plus, où c'est l'espace de vie qui devient l'espace de mouvement aussi, et donc les fonctions annexes sont en fait des prolongations de l'espace de vie. Et donc, par une gesticulation toute simple, architecturale, on arrive à avoir deux caractères totalement distincts de ces logements. Voilà le jeu des lumières et des formes. La façade, on a cherché cette analogie aux arbres. Alors au départ, évidemment, les troncs et ces espèces de rythmes. Mais c'est vrai qu'un arbre, c'est aussi une texture très belle. Là, on voit une écorce de platane. Et peut-être ça nous a inspiré justement pour ces panneaux coulissants, en fait, qu'on voulait rendre de manière très spécifique et qui puissent justement amener une variété de perceptions. Donc on voit ici le travail d'étude et après l'objet tel qu'on aurait aimé le construire. Projet suivant, en fait, anaplasis KM. En grec, anaplasis, ça veut dire je restaure et je redonne de la qualité, en anglais gentrification. C'est un projet assez intéressant dans la ville d'Athènes, qui est peut-être l'exemple type du chaos urbain du XXIe siècle. Et en même temps, cette présence, ce marqueur historique qu'est l'Acropole. Et donc, on a été contacté par un client, un jeune investisseur,
qui en fait veut revitaliser tout un quartier ici qui se trouve très proche du centre. Donc vous reconnaissez ici l'Acropole, derrière ici le port du Pirée et la Méditerranée. Ici le grand centre historique en fait avec la place de Syntagma, la place du Parlement, et ici donc les grands axes avec les universités, etc. Nous on se trouve en soutien dans un quartier qui s'appelle Keramikos, donc le quartier antique des céramistes. Et on voit que ce quartier, ici, a une très très grande densité, mais des bâtiments relativement bas. Alors vous voyez ici cette surface qui est légèrement jaune, c'est en fait tout le périmètre d'intervention où cet investisseur achète des parcelles éparses, quelques-unes. Et en fait, donc, nous, il nous a attribué, dans un premier temps, cette série de parcelles, ce qu'on appelle Main Square, puisqu'on a ici cette place. Et il nous a dit, voilà, faites-nous un hôtel, essayez de faire quelque chose. Donc nous, on a essayé de réfléchir d'abord à la situation de ce quartier par rapport à la ville. Donc c'est un travail de redessin et de prise de connaissance du lieu, de ce qui est l'accès, de ce qui est des musées, etc., mais aussi de la vie au niveau du quartier. Et en arrière-plan, il y a aussi toujours cette question de la présence de l'art contemporain. Donc ici, on voit la galerie de Rémy Takami. Ici, Gazon Rouge, aussi The Breeder, toutes ces galeries qui sont tellement actives à Athènes et qui font beaucoup pour redonner un sens à la vie contemporaine. Ici, on voit aussi le centre Bios, qui est un centre culturel alternatif qui est très, 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 très actif, où il y a des concerts, des conférences, des débats, etc. Donc notre client, en fait, non seulement veut réaliser une opération immobilière, mais aussi une opération culturelle. Là, on le voit de dos, c'est un jeune homme. Et donc, cette situation ici de ville, voilà, ça c'est le chaos athénien, qu'on reconnaît, après l'avoir visité plusieurs fois, on commence à quand même revoir en fait des éléments caractéristiques, qui sont ici ces immeubles néoclassiques, et ensuite ces fameux immeubles des années 60, ici, qui sont montés jusqu'à 7-8 étages, et qui ont formé donc cette mer de béton qu'on voit à chaque fois qu'on arrive dans cette ville. Pourquoi cette architecture néoclassique? Il faut se rappeler que la Grèce était assujettie à la Turquie pendant des années, et seulement au XIXe siècle est devenue indépendante. Son roi, qui était d'origine allemande, a d'abord choisi Nauplie comme capitale et ensuite Athènes, donc ils l'ont reconstruite. Il était prévu à la base que le quartier Keramikos devienne l'ensemble où il y aurait le palais royal, et finalement ça a été changé d'endroit, donc ça a repris un caractère populaire. Ici, on nous voit peut-être dans une discussion, je pense que c'est une caractéristique de ce projet, donc le client, ici M. Tsakonas, et toute une série d'architectes autour, donc ici vous connaissiez Bjarke Ingels de Big, vous connaissez ici des architectes, non il n'y en a pas d'autres connus, des architectes grecs, etc. On est un groupe en fait de 15 bureaux, ou une quinzaine de bureaux qui travaillent sur ces différents sites, et on se retrouve 2 fois par année sur place pour présenter les progrès du bâtiment. Notre premier projet, sur une rue qui s'appelle Léonidou, c'est cette forme un peu bizarre qui était en fait un hôtel à la base. On aurait pu en fait se joindre à un bâtiment néoclassique, et on a cherché un travail justement d'amplification, de réponse par miroitement des géométries par rapport à cette architecture néoclassique, et en même temps une réflexion sur l'utilisation de l'intérieur des îlots, parce que tout se passe en fait dans les rues à Athènes, et les îlots sont toujours à l'intérieur des résidus sans contrôle. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas utiliser cette morphologie comme l'intérieur d'une ville. Et qui dit intérieur dit aussi entrée, et donc en fait notre bâtiment aurait fonction justement de servir de passage pour entrer dans cet ensemble. C'est avéré que le voisin n'a pas voulu finalement rejoindre notre opération, donc notre bâtiment a dû se réduire. Ici, on n'a plus le porte-à-faux, mais cette fonction d'entrée reste la même. Ici, ce qu'on voit sur cette maquette, c'est peut-être un état intéressant parce que c'est un état qui sera stable. C'est-à-dire que, d'une part, cet immeuble moderne des années 60, il est fait dans un zoning qui n'est plus en application. Parce que maintenant, en fait, la ville d'Athènes veut réduire la hauteur des immeubles. Donc, en fait, toute cette partie supérieure ne serait plus constructible aujourd'hui. Notre immeuble à nous se trouve dans le gabarit maximum légal. Ça veut dire qu'en fait, l'investissement qui a été fait là est très rentable et va le rester pour l'avenir. Et notre voisin ici, c'est un immeuble néoclassique et il est classé. Donc, en fait, notre architecture, dans cette dent creuse, s'insère en 2 situations stables. Et en fait, on a cherché donc à exprimer
cette tension qui existe entre ces deux formes d'architecture et ce caractère hybride, mais aussi finalement peut-être de donner un lien entre les deux et en même temps une autonomie de pensée pour notre projet. Qui dit intérieur d'îlot dit aussi réflexion sur le type de propriété et la croissance. Et là, on voit qu'en rouge sont les immeubles possédés par notre client et en bleu ceux qui négocient et en blanc ceux qui n'intéressent pas. On voit que donc on est dans une mosaïque et pourtant on va essayer en fait de créer une cour centrale avec cet accès donc à travers notre bâtiment en cuivre et sinon des accès latéraux par les bâtiments néoclassiques ici existants qui se greffent simplement sur le réseau Villiers standard. L'exploitation des terrasses aussi en hauteur et donc cette architecture qui invite en fait à entrer dans ce système par des transparences et des vues diagonales. Et tout à coup dans le jardin ou à l'intérieur de la cour, vous êtes dans un autre type de rapport, de volume de forme et de vitrage. En même temps, on cherche à utiliser la nature de ces toits pour donner des espaces extérieurs, ce qui manque cruellement dans les logements en Grèce, souvent. Voilà cette mosaïque à l'état actuel. Et donc ici, ce passage. On travaille aussi un deuxième site ici, qui se trouve en périphérie de notre quartier. Et là, ce serait un immeuble, en fait, dont la fonction principale serait des bureaux, parce qu'ici, on a une place importante, où il y a une station de métro. Donc, là, il y a un intérêt, en fait, à offrir des places de travail près du métro. Et donc, on se situe dans une cour, derrière des bâtiments néoclassiques protégés, comme d'habitude. Donc, une situation d'hybridation, en fait, de notre architecture par rapport à une architecture ancienne qu'on doit respecter. Et on essaie d'amplifier, en fait, certaines de ses qualités. Donc, on cherche un profil ici, même si c'est des arrières, même si c'est des murs morts, on cherche à leur donner une présence urbaine. Alors que du côté de la rue, là, on essaie d'exprimer une façade qui soit en résonance avec l'existant. Les jeux des volumes avec le système d'entrée en fait sous le bâtiment, puisque notre bâtiment vient s'accrocher sur l'immeuble ancien. La matérialisation, donc on cherche en fait une matérialisation très économique, donc on s'est dit tiens que des crépis avec une certaine rugosité, qui sont peut-être pas sans rappeler aussi les textures des bétons utilisés en Afrique du Sud, donnent en fait un sens sur des projets dans des pays où il y a beaucoup de lumière. Là, on se retrouve ici dans le projet d'Ordosan, donc qui est cette grande immigration d'architectes du monde entier, ici venus de 27 pays, pour un client riche et ambitieux, mongol, qui a fait fortune dans l'agriculture et dans le charbon, mais qui cherche aussi finalement, je pense, une dimension culturelle. Là, il a créé un musée pour sa ville natale d'origine, donc il cherche en fait à requalifier cet endroit, qui pour l'instant, on le voit, c'est des dunes de sable. Et là, on est tous un peu ébahis. On reconnaît Olivier Gréder et Nicolas Delon. L'atelier provisoire de Bordeaux, Simon Conder de Londres, en fait toute une série de gens du monde entier. Le client qui nous explique ses vues. Et voilà le résultat, donc un plan masse avec... Faites votre choix, il y en a 100, elles sont toutes différentes. Chacun a pu utiliser sa parcelle comme bon lui semblait, même si un certain footprint, donc une emprise au sol, était déterminée, mais on voit que certains architectes ont pris une très grande liberté par rapport à cette notion de plan masse, et d'autres sont restés plus strictement sur le plan masse. Nous, on est là, on est en bordure, là, nous, on a été très modestes dans l'empreinte. Et la raison est la suivante, c'est qu'en fait, on se trouve en limite, face à nous, la salle de concert, une salle de 1000 places. Il faut imaginer qu'ici, ça c'est un tout petit quartier d'une future ville de plus d'1 million d'habitants.
Et ça sera vraiment le quartier, je pense, UP. Donc il y a une série d'équipements à vocation un peu culturelle, mais peut-être aussi touristique. Donc le musée d'Ordos qu'on a vu tout à l'heure, un hôtel boutique, un restaurant de grand niveau. Ici des ateliers d'artistes faits par l'artiste Ai Weiwei. Et donc ici c'est 100 parcelles, très caractéristiques, puisqu'en fait toutes les mêmes, mais en fait toutes différentes, dans un urbanisme un peu à l'américaine, avec des rues en sargo. Et donc nous, en fait, dans une confrontation très directe avec des bâtiments publics, en même temps, en bordure d'un grand parc, un futur grand parc. Donc notre position était de faire une architecture avec une stature assez forte, formelle, mais en même temps, on avait cette difficulté d'une pente de 8 mètres carrés qui, en fait, nous a donné le parti d'un projet autour d'un escalier extérieur et d'un jardin dont on module l'intimité. Plus on descend, plus on se trouve dans les parties protégées, puisque le mur extérieur devient de plus en plus haut. En même temps, ce facettage servait justement à favoriser les lancements visuels du bâtiment, mais aussi finalement de donner une réponse spécifique à ce bâtiment en fonction de son orientation et de sa forme. Le toit aussi devient un jardin, finalement le jardin privatif ultime, puisque finalement là c'est le seul endroit où on ne sera pas vu par tous les voisins, et ce qui donne aussi ce rapport au ciel très fort, parce que je pense que la lumière en Mongolie elle est très caractéristique de ces hauts plateaux à 1500 mètres d'altitude, où vraiment la lumière est très très propre et très intense, donc en été on cherche peut-être aussi ce type de rapport. La façade, des briques vernissées, noir et bleu, c'est pour ça l'intitulé du projet, Black and Blue, où en fait on a cherché à ce que la lumière, l'intensité de la lumière se reflète aussi dans la surface, dans la peau de cet immeuble, et en même temps on lui donne peut-être une structure, une stature assez formelle. Ici les différents plans, donc au niveau du rez-de-chaussée, on a un escalier central et donc toute une série de fonctions autour, une piscine enterrée, une salle de sport, etc. Les logements pour les personnels et les locaux techniques. Au niveau du premier étage, avec un plein pied quand même, avec une terrasse ici dans le terrain, une cuisine pour la famille avec des jardins d'hiver, une salle à manger très formelle, la suite pour les clients, ici le living room. Un entresol avec le garage qui vient depuis une rampe au niveau supérieur du bâtiment. Et enfin, dans la partie haute, une série de chambres suite avec chacune leur unité de toilettes et une terrasse ici protégée des vents. Et enfin, le toit vert. Ce qu'on revoit ici en coupe simplement. L'escalier central. Et voilà la vie d'une famille chinoise dans une architecture suisse. Voilà, je vous remercie, et ceux que ça intéresse peuvent nous retrouver sur notre site internet.